Dernier volet concernant la France dans la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle et les résistances. Contrairement au maréchal Pétain, le général de Gaulle est un parfait inconnu pour la grande majorité des Français en 1940. Il entre au gouvernement peu de temps après le maréchal Pétain, en juin 1940. Alors que la situation militaire est catastrophique, De Gaulle pense que l'on peut continuer le combat. Sa position n'est pas partagée par le maréchal Pétain qui pense au contraire que la guerre doit être arrêtée au plus vite. Dès lors, lorsque le 16 juin 1940 Pétain devient chef du gouvernement, De Gaulle sait que la paix va bientôt être signée. Se refusant à une telle situation, De Gaulle part pour l'Angleterre. Arrivé en Angleterre, De Gaulle entre en contact avec les autorités britanniques et le 18 juin, il lance un appel à la BBC, la radio britannique. Dans cet appel, De Gaulle explique tout d'abord que la guerre n'est pas terminée. En effet, le Royaume-Uni continue les combats contre l'Allemagne. La France dispose également d'un immense empire colonial qui peut l'aider à continuer à faire la guerre. Et enfin, les États-Unis aident financièrement le Royaume-Uni. Dès lors, De Gaulle appelle tous ceux qui peuvent le rejoindre à Londres à prendre contact avec lui pour continuer le combat. C'est la naissance de la résistance extérieure. Les personnes qui rejoindront De Gaulle à Londres formeront les FFL, les Forces françaises libres. Cette armée participera au combat aux côtés des Alliés, notamment en Afrique du Nord. Ces troupes sont également composées de femmes, mais aussi de soldats coloniaux. Face à la politique mise en place par le régime de Vichy et l'occupation allemande, une résistance se développe peu à peu en France. C'est ce qu'on appellera la résistance intérieure. Des dizaines de petits groupes différents apparaissent en zone occupée et en zone libre. Leurs moyens d'action ne sont pas ceux de la résistance extérieure. En effet, les résistants de l'intérieur publient des journaux pour essayer d'obtenir l'adhésion de la population, pratiquent des sabotages, notamment des sabotages ferroviaires, mais également des groupes armés commencent à se constituer dans des maquis, c'est-à-dire des régions difficiles d'accès aux soldats allemands ou au régime de Vichy. À partir de 1943, les effectifs de la résistance vont augmenter, et ce pour trois raisons. La première, la politique du régime de Vichy est de plus en plus contestée. Ensuite, les troupes allemandes envahissent la zone libre. Désormais, tout le territoire est occupé par l'Allemagne. Enfin, la mise en place du service du travail obligatoire oblige de nombreux jeunes à entrer en résistance pour ne pas partir en Allemagne. Les résistants sont constamment traqués par la Gestapo allemande et la milice de Vichy. C'est pourquoi les résistants doivent continuellement œuvrer dans la clandestinité. Les résistants de l'intérieur vont payer un très lourd tribut, puisque plus de 80 000 d'entre eux seront tués au cours du conflit. Pour De Gaulle, la faiblesse de la résistance française est sa division. En effet, il existe une résistance intérieure et une résistance extérieure. De plus, la résistance intérieure est elle-même très divisée. Envoyé en France par De Gaulle, Jean Moulin va unifier tous les mouvements de résistance intérieure. Il va également faire reconnaître De Gaulle comme le seul chef de la résistance et il va créer le Conseil national de la résistance qui est chargé d'imaginer les mesures à appliquer en France après la libération du territoire. En juillet 1943, Jean Moulin est arrêté, torturé et tué par la Gestapo. La résistance extérieure envoie des informations à la résistance intérieure par le biais de la BBC, la radio anglaise. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ce message est certainement le plus célèbre, puisqu'il annonce le débarquement des troupes alliées le 6 juin 1944.
C'est d'ailleurs à partir de ce débarquement que les forces françaises libres pénètrent en France et vont donc participer à la libération. Les différents maquis sortent de l'ombre et deviennent les Forces françaises de l'intérieur, les FFI. Au cours de l'été 1944, le régime de Vichy s'enfuit et part se réfugier en Allemagne. Dans les territoires libérés commence l'épuration, c'est-à-dire une politique de vengeance à l'encontre des personnes accusées d'avoir collaboré avec l'Allemagne. Cette épuration prendra deux visages. Tout d'abord, une épuration sauvage. Des personnes seront exécutées sommairement et des femmes seront humiliées publiquement. Ensuite, une épuration légale. De nombreux collaborateurs ou supposés tels sont arrêtés et jugés. Par exemple, Pétain est jugé pour haute trahison en 1945. Il sera condamné à mort et sa peine sera commuée en détention à perpétuité. D'autres membres de son gouvernement seront condamnés à mort et exécutés. Pour terminer, rappelons quelques grands repères. 18 juin 1940, appel du général de Gaulle et début de la résistance extérieure. 1942-1943, action de Jean Moulin, avec l'unification de la résistance intérieure et la création du CNR, du Conseil national de la résistance. Et enfin 1944, c'est la libération de la France et l'épuration.